Donc, on va passer à la table ronde numéro 4, qui est mieux vaut penser le changement que changer le pansement, préserver le sens au travail dans un contexte de mutation. Et je vais passer la parole à Estelle Filoche, qui travaille à Espérance Hauts-de-Seine, qui sera la discutante, et Céline Bercani, qui est chargée de mission santé mentale au CEPSI, qui va reprendre aussi les questions et les commentaires. Donc, comme toujours, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de se connecter, vous avez la petite icône Q et R pour poser des questions. Et on reprendra tous ces éléments-là en fin de présentation. Sauf qu'exceptionnellement, pour les premiers intervenants, Madame Cornibert, je crois que vous êtes amené à partir un peu plus rapidement. Donc, il y aura une question-réponse tout de suite après votre intervention. Et puis, pour les autres intervenants, ça se terminera en fin de table ronde. À Voilà. vous, Estelle. Merci de m'avoir donné la parole, Carmen. J'ai le plaisir de contribuer à l'animation de cette table ronde avec Céline Bercani. Et cette table ronde propose d'aborder la question des mutations du travail, des changements de paradigme d'accompagnement et ses effets sur les collectifs et sur les individus, seulement au niveau des risques professionnels, mais aussi en tant que bénéfice au niveau de la question du sens du travail. Donc ce colloque est foisonnant de points d'intérêt, comme vous l'avez vu, et pour cette raison, les temps de parole sont assez courts, donc je vais tenter de donner le maximum de place à la parole des intervenants de cette table ronde. Et donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Catherine Cornibert, qui est directrice générale de l'association SPS, Association de soins aux professionnels de la santé, qui est une association qui propose à la fois un dispositif d'accompagnement destiné aux professionnels de la santé en souffrance au travail et des actions de prévention pour aider au mieux-être des professionnels de santé. Je sais qu'ils ont beaucoup œuvré dès le premier confinement en ouvrant une permanence d'écoute téléphonique à la fois pour les professionnels de la santé, mais aussi pour les professionnels de la relation d'aide au sens large, ainsi que pour les étudiants. Donc voilà, je donne la parole à Catherine Cornibert, qui va nous parler des ressources pour améliorer la santé des professionnels, et ça fait lien avec l'intervention précédente. C'est absolument parfait. Catherine Cornibert, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de donner la parole, en tout cas, à l'association SPS, Soins professionnels de la santé, qui existe depuis maintenant 2015, hein, donc bien avant la crise sanitaire. Et déjà, à l'époque, on avait constaté que la santé des soignants était très dégradée et qu'il n'y a pas que les soignants, il y a l'ensemble des professionnels de la santé, puisque pour l'association SPS, c'est plus de 3,5 millions de personnes en France, ce qui est quand même considérable, puisqu'il y a évidemment il y a les soignants, il y a les paramédicaux, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont dans les établissements, toutes les personnes qui contribuent en fait à améliorer le parcours de santé des patients. Donc ça peut être des directeurs d'établissement, ça peut être également des personnes qui accueillent les patients, des personnes qui soignent, en tout cas qui sont présents dans les chambres, qui font le ménage. Donc toutes ces personnes pour nous sont importantes parce qu'elles ont un lien avec le patient, et que si un professionnel de la santé ne va pas bien, c'est un patient qui est moins bien soigné. Donc je vais tenter effectivement de partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Parfaitement. Voilà. Donc, tout ceci sera effectivement aussi sur notre site internet asso-sps.fr. Donc, comme je vous l'indiquais, c'est plus de 3 millions professionnels de la santé en France estimés. Bien sûr, ce tableau n'est encore pas exhaustif, mais c'est important de prendre en compte toute cette cible, toutes ces personnes. Juste une petite introduction sur l'état de santé des soignants avant la crise sanitaire. Rapidement, 50% étaient déjà avoir été estimés à être en situation de burn-out. 25% avaient déjà eu des idées suicidaires. Donc là, je prends vraiment les soignants. Et 25% présentaient déjà des troubles du sommeil avec 45 minutes de sommeil en moins par nuit. Et ça, c'était avant la crise sanitaire. Après, en ce moment, vous voyez que les 50% de chiffres passent très nettement au-delà, puisque, exemple, les urgentistes sont à 2/3 en situation de burn-out. Les soignants ont des difficultés à dormir, avec 1/3 qui prennent des somnifères, sans oublier non plus en fait les étudiants, puisqu'une récente étude de la FNESI, qui est
la structure en fait, des étudiants infirmiers montrait que 2/3 des infirmières avaient une santé mentale dégradée et que 80% d'entre eux avaient pensé arrêter leurs études. Et puis enfin, puisqu'on a lancé une grande campagne de prévention du suicide fin août, c'est un exemple pour nous, le One Health est aussi présent à l'association SPS et le vétérinaire fait partie pour nous des professionnels de la santé parce que notamment c'est la profession qui est pour nous qui a le plus grand taux de suicide. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'arme dans le tiroir, ils euthanasient des animaux tous les jours, leur étude est extrêmement difficile. Donc, le taux de suicide chez les vétérinaires, mais même chez un médecin, est 2 à 4 fois supérieur par rapport à la population générale. Donc, ce qui a fait que dès 2015, l'association s'est créée et on a essayé d'accompagner, de venir en aide au mieux l'ensemble des professionnels de la santé en souffrance, pas qu'au travail, hein, puisque on sait effectivement que le travail est une source de burn-out, mais pas que. Et les récents motifs des appels ont montré aussi que l'environnement contextuel était aussi une source de mal-être, mais aussi les causes personnelles peuvent être aussi une cause de mal-être. Donc, ces deux missions, qui est l'accompagnement et la prévention des actions, avec des actions de prévention pour le mieux-être, en fait, sont le cœur d'action de l'association SPS. Alors, dans la première mission, on a tout un dispositif d'accompagnement psychologique qui va de l'écoute jusqu'à l'hospitalisation. Et dans l'écoute, on a créé dès 2016 une plateforme nationale où on a, comme le disait Marie Peset juste avant, priorisé des professionnels pour écouter les professionnels de la santé qui ne vont pas bien. Et à travers 2 outils, soit le numéro vert qui est le 0805 23 23 36, soit la plateforme qu'on télécharge gratuitement sur son smartphone, on peut avoir à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon gratuite, anonyme et confidentielle, avec ce qui est plus important pour moi pour une plateforme, le 100% de décroché, pour en fait être écouté sans jugement. Voilà, quand on ne va pas bien, qu'on appelle à 4 heures du matin, qu'on tape effectivement sur le nom d'une personne sur son application, voilà, pour être enfin écouté, voire même réorienté vers un réseau national du risque psychosocial qui est partout présent en France, voire hospitalisé, puisqu'on a eu même hospitalisé d'urgence, puisqu'on a eu 20 000 appels depuis 6 ans, donc 15 000 appels depuis le mois de mars 2020, donc c'est le 3/4 des appels. Et en fait, 50 appels ont été en idée suicidaire imminente et on a été obligé d'hospitaliser la personne dans ce cadre-là. Donc, juste pour vous donner aussi quelques notions, même si c'est anonyme, gratuit et confidentiel, on connaît le profil des appels, les régions, on connaît l'âge, le statut, donc on sait à peu près que c'est un peu plus de 70% de femmes, il y a 30% d'appels, donc je vous disais que c'était extrêmement important d'avoir des 100% de décrochés, y compris la nuit et le week-end. C'est des infirmières, des aides-soignantes et des médecins, plus de 50% des appels. Donc, et depuis janvier 2021, on accueille non seulement les étudiants en santé, mais l'ensemble des étudiants, puisqu'ils représentent maintenant quasiment 40% de nos appels sur la plateforme. Et c'est très important aussi pour nous de leur donner la possibilité d'appeler avec l'ensemble de ce dispositif et pouvoir être accompagnés par des psychologues, médecins ou psychiatres et de façon aussi gratuite pour les 2 premières consultations auprès des psychologues dans le cadre du dispositif d'accompagnement psychologique. Donc, vous voyez que ce dispositif, c'est vrai que c'est bien. On est dans la prévention tertiaire, mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'agir en prévention pour ne pas être vulnérable. Et dès fin 2018, on a mis en exergue, à travers une étude, que l'état de santé des professionnels de la santé était dégradé. C'est-à-dire qu'on a beau parler de la qualité de vie au travail, on a beau parler des conditions de travail, chez les professionnels de la santé, il n'y a pas que des salariés, il y a aussi des libéraux. Et
Il ne suffit pas d'avoir une belle qualité de vie au travail, d'avoir un bon management. Pour nous, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir et d'être en bon état de santé sur tous les critères, activité physique, l'alimentation, le sommeil, hein, pour les 3 fondamentaux du bon état de santé, mais aussi santé physique, santé psychique et santé sociale. Donc, c'est pour ça que dès 2019, on a mis en place des journées d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé que nous avons appelées JAD, que nous avons déclinées dans des structures de santé en Île-de-France. En 2019, on a fait une dizaine de JAD à travers des journées autour de 4 grands thèmes, hein, la gestion du stress, tout ce qui était management et communication, mode de vie et alimentation, et tout ce qui était prévoyance et droit. Et à travers ces journées, on donnait la possibilité de faire choisir en fait aux soignants de se ressourcer, de participer à des ateliers d'1 heure avec des experts formés dans ce domaine. En 2020, en fait, on a décliné ces journées à travers des visioconférences d'1 heure qu'on a toujours. C'est tous les mardis de 19h à 20h. Et on a fait plus de 150 visioconférences depuis 2 ans autour des thématiques suivantes. On a plus de 40 thématiques autour des 4 orientations que je vous disais à l'instant. Et on a formé près de 4000 professionnels de la santé à travers, en tout cas, ces ateliers le mardi et le jeudi de 19h à 20h. Vous voyez également un exemple en visioconférence d'une journée entière. C'est pas plus tard que lundi. On a fait une journée entière dédiée aux soignants sur le sens du travail, sur la communication non violente, sur la méditation, sur la prévention du burn-out, sur le sommeil, et on décline, comme je viens de vous le dire, à travers ces JAD, des ateliers de 1 heure en visioconférence, en Zoom comme aujourd'hui, dans lequel vous pouvez participer. Tous les professionnels de la santé et les étudiants peuvent participer à nos JAD. Très concrètement, ce soir, nous avons la prévention du burn-out. Voilà, donc je pense que c'est très... pardon, on a le savoir-être resté au top sur la 2e ligne de vos slides. On a eu mardi la respiration. C'est effectivement, c'est naturel de respirer, mais bien respirer, ça s'apprend et ça peut prévenir le stress. Hein. Et on essaie de donner en fait des astuces à travers ces ateliers qui ont une approche très holistique par rapport à la santé physique, psychique et sociale, pour essayer de sensibiliser, hein, on ne prétend pas avoir une baguette magique, en tout cas de sensibiliser à des actions de prévention. Vous voyez à travers tout ce planning en fait qu'on a fait énormément d'ateliers, et si vous allez sur notre site, effectivement, vous pourrez, je le mets dans le chat et on pourra vous le transférer, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement à tous ces ateliers et en bénéficier. Alors, j'essaie de continuer. Voilà, au-delà de ces ateliers, sur certains thèmes, on va un petit peu plus loin, avec des journées, avec des séances qui peuvent durer 1 journée. On a fait notamment la semaine dernière la gestion du stress à négociation. Pour ceux que ça intéresse, on fait une formation de 2 jours sur la prévention du suicide avec Pierre Vandel, qui est un psychiatre. On fait aussi de temps en temps des journées en visioconférence dans ce cadre-là. Et puis, c'est pour ça que je suis un tout petit peu pressée. SPS, c'est aussi, au-delà des ressources, c'est aussi des rencontres. On fait aujourd'hui notre première rencontre de l'association pour réunir l'ensemble des acteurs qui travaillent en fait sur la qualité de vie au travail, sur l'attractivité des métiers du soin. C'est aujourd'hui à Lyon, à l'amphithéâtre de l'école de santé de Bron. On en fait une à Lille, on va en faire une à Reims, puis à Strasbourg en janvier 2023, mais ça donne l'opportunité effectivement de réunir des acteurs autour de ce thème pour se coordonner ensemble, pour enfin essayer d'améliorer la santé des soignants. Enfin, on organise notre 8e colloque à la Maison des soignants le 30 novembre prochain. Alors, il n'y a plus de place en présentiel, mais vous pouvez très bien vous inscrire en visioconférence avec 3 tables rondes sur la pénibilité psychique, les leviers du management, Marie Peuzet en a beaucoup parlé tout à l'heure, et sur la coordination des associations que nous réunissons pour la première fois à la Maison des soignants, qui font un travail formidable en région et que nous réunissons à la Maison des soignants la semaine prochaine. SPS, puisque c'est aussi le sujet aujourd'hui, c'est
l'approche, j'en ai parlé tout à l'heure, la possibilité de donner tous ces services à tous les étudiants. On a un site qui s'appelle Soins aux étudiants dans lequel tous les étudiants peuvent avoir accès à notre plateforme, à notre application, à nos IJAD et à nos journées de formation. Et puis, in fine, je viens d'en parler puisque c'est notre lieu du 8e colloque national. On vient de créer la Maison des soignants à Paris, qui est un lieu de vie et d'envie, qui permet d'accueillir physiquement des professionnels de la santé pour échanger, pour se former, pour pouvoir avoir accès à des entretiens avec des psychologues, pour aussi se ressourcer. Il y a des bilans sport santé, il y a des groupes de parole, il y a des groupes de reconversion, et il y a un site qui s'appelle maisondessoignants.fr dans lequel vous pouvez effectivement, en tout cas pour les franciliens, venir nous voir sur inscription et venir échanger dans ce cadre-là. Enfin, et pour terminer, on a évidemment l'ambition d'ouvrir une maison des soignants dans chaque région. On a des pistes très avancées à Montpellier et à Metz. Voilà, mais in fine, d'ici 5 ans, dans toutes les régions. SPS, c'est 3 sites internet, asso-sps.fr. C'est maisondessoignants.fr, c'est soins aux étudiants. On est également présent sur les réseaux sociaux et je serai évidemment ravie de répondre à vos questions tout de suite si c'est possible, mais sinon je vous ai laissé mon lien et mon adresse. Et si vous avez moins de questions ou envie de nous rejoindre aussi, puisqu'on a une association, la 1900 à but non lucratif, de venir aussi nous aider pour aider les soignants en souffrance, pour aider les étudiants aussi qui en auraient besoin dans ce cadre-là. On est basé à Paris, mais on a aussi des délégations régionales pour faire rayonner l'association un peu partout dans les territoires. Merci de votre attention. Merci infiniment, Madame Cornibert, pour cette présentation très pragmatique, qui nous parle véritablement d'une reconnaissance de l'humain, j'ai envie de dire, qui est derrière la casquette du professionnel. C'était important d'avoir cet éclairage sur les modalités de soutien efficaces et directement disponibles. Je vais donc peut-être laisser Céline prendre certaines questions. Estelle, on a une question pour Madame Cornibert. Donc, bonjour Madame Cornibert. Bonjour Céline. Merci beaucoup d'être là. Dans le soin ou l'accompagnement, c'est encore assez tabou de parler de nos difficultés, encore plus chez les professionnels qui ont beaucoup d'expérience. Proposez-vous des outils de sensibilisation pour changer les mentalités? C'est vrai que quand on a commencé en 2015, vous avez raison, quand on a commencé à parler de la santé des soignants, c'était honteux, tabou. On nous a même dit que c'était abîmer l'image de la profession. Et l'association a mené un vrai combat de communication pour oser en parler. Et encore même dans la prévention du suicide, fin août, on a osé en parler. Il ne faut pas en parler. On a eu exactement les mêmes freins dans ce cadre-là. C'est culturel, donc c'est difficile de changer les mentalités. En tout cas, ce qui est de positif dans la crise sanitaire, c'est qu'enfin, les soignants, alors oui, ils ont souffert, mais ils ont commencé à parler de leur souffrance. Et ça, c'est plutôt salutaire parce que dès l'instant où on ne reste plus seul, comme disait Marie Peset tout à l'heure, on peut au moins être accompagné. Et ça, c'est déjà important. Mais quand on est soignant, c'est cette vocation de générosité, de donner du sens aux autres, du soin aux autres, de sa personne. Et on se sent surhomme. Et pour nous, c'est même pas envisageable d'être malade ou d'être en difficulté. Donc souvent, on se déclare quand c'est trop tard. Là, on a quand même des déclarations de mal-être un peu plus tôt que les idées suicidaires. Donc, c'est déjà un grand pas. Il reste encore énormément de travail à faire et je pense, pour répondre à la question, que c'est un travail à faire dès la formation, dès les études de santé, que ce soit les internes, que ce soit en infirmier, en tout cas toutes les études en santé, pour dire que c'est possible, ne pas se rendre coupable. Je pense que c'est très important de dire que quand on fait 70 heures pour un interne et qu'on cumule à la fois un métier de soignant, un métier d'étudiant et aussi je pense aussi d'avoir des ressources sociales, ou quand on est une femme, qu'on cumule aussi plusieurs métiers, ou même un homme, je ne les oublierai pas, c'est vrai qu'on demande aussi à certains directeurs d'établissement d'être acteurs économiques, acteurs de santé et être manager. Donc, qui en France a ces 3 capacités? C'est quand même compliqué d'assurer les 3 en même temps.
Donc, ce n'est pas facile, c'est un changement de culture, c'est répondre à des missions sur lesquelles on est compétent, c'est ne pas vouloir tout faire parce que ce n'est pas possible. On est aussi, quand on est soignant, on est aussi aidant. On en parle beaucoup en France, 11 millions d'aidants, mais quand on est soignant, on est forcément aidant parce que la famille nous dit, ah ben, comme tu es proche de la santé, forcément, tu sais, tu as ces compétences et tu vas pouvoir nous aider. Donc, c'est souvent aussi un autre métier, pas facile dans sa famille, et c'est tout ça. Donc, oui, c'est un vrai changement de culture. Je pense que c'est une refondation. On parle beaucoup du Conseil national de refondation. Il faut tout repenser, effectivement, y compris dans les études et y compris culturellement. Une autre question, hein, Madame Cornibert. Alors, est-ce qu'en tant qu'assistante sociale, je pourrais demander de l'aide à votre association, sachant que je suis dans une profession très impactée aussi par la crise sanitaire et nous n'avons pas le droit de nous plaindre, car les personnes n'osent pas imaginer qu'une assistante sociale puisse être en souffrance ou en difficulté. Ben, merci pour la question. Vous avez le droit de nous appeler. Les secrétaires médicales ont le droit de nous appeler. Les assistantes de vie, toutes les personnes qui s'occupent dans les centres médicaux psychosociaux, en fait, et je dirais même les femmes ou les épouses ou les conjoints de personnes qui souffrent, on n'a jamais refusé, même une personne qui, les premiers, je vous dis, c'était les vétérinaires, ils ont dit on n'est pas professionnels de santé. Nous, on a vraiment ciblé professionnels de la santé. On n'a jamais refusé une personne en souffrance. On a eu 800 appels pendant le premier confinement de personnes grand public parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les plateformes, parce qu'ils ne répondaient pas la nuit, parce qu'ils mettaient 8 minutes à répondre. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur une plateforme qui doit avoir 100% décroché avec des personnes. Alors, bénévole, pourquoi pas, mais en tout cas, experte, parce que c'est un métier d'écouter, c'est un métier de savoir répondre au téléphone. C'est une formation d'être dans la prévention du suicide, d'être formé au syndrome post-traumatique. Et ça, c'est très important. Donc oui, vous pouvez nous appeler, vous pouvez diffuser votre numéro à des personnes qui souffrent dès l'instant où elles sont en contact, effectivement, patients. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, à votre grande en tout cas à disposition, l'Île-de-France est une des plus grosses régions qui nous appellent, c'est 30% de nous appellent. Donc, ne restez pas seuls. Professionnels de la santé, conjoints, entourage proche, appelez-nous si vous avez besoin. Utilisez tous les ateliers qui pourraient vous être utiles en prévention. Il y a énormément de ressources, d'ailleurs, comme chez vous sur notre site asso-sps.fr avec des petites fiches repères sur tous les sujets, le sommeil, le burn-out, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on essaiera en tout cas de vous aider et de vous réorienter. J'ai mis aussi également à votre disposition la présentation qui pourra être sur l'espace ressources et un petit film, même si vous pouvez le découvrir sur notre site, qui pourra être aussi à votre disposition sur votre espace ressources. Merci beaucoup, Madame Cornibert. Bonne continuation. Bravo pour ce que vous faites et pour cette magnifique journée d'organisation et bravo pour tout ce qui est mis en place au niveau de la santé mentale en Île-de-France. Merci à vous. À très bientôt en tout cas. Au revoir. Au revoir. Je poursuis maintenant en m'apprêtant à donner la parole à l'association Espérance Hauts-de-Seine, EHS, dont j'ai la chance de faire partie, qui est une association médico-sociale au service de personnes en situation de souffrance psychique, et cela depuis presque 40 ans. Je présente très rapidement l'association avant de donner la parole. C'est une association qui s'appuie sur environ 120 salariés, qui accompagne environ 400 personnes dans leur quotidien et dans la réalisation de leurs objectifs de vie. L'association EHS est présente sur tout le territoire Hauts-de-Seine et comporte des services d'accompagnement, SAMSA et SAVS, un ESAT, des structures d'hébergement, foyers d'hébergement et foyers d'accueil communiqué lycée, ainsi que 29 places en logement associatif. Nous avons également des missions de gestion auprès de 6 groupes d'entraide mutuelle, les GEM. Et depuis 2 ans, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui, Espérance Hauts-de-Seine s'est lancé le défi de s'inspirer du paradigme du rétablissement en santé mentale pour refonder un peu notre cadre de référence idéologique et fonctionnel au sein de l'association. Et donc, nous engageons actuellement des mutations
pour le moins sincère de nos fonctionnements organisationnels, de nos postures et pratiques professionnelles managériales. Et toute l'association se met un peu dans ce même mouvement en même temps. Et c'est de cela que l'on vient témoigner aujourd'hui. Donc notre parole de ce jour se fera à 3 voix. D'abord celle de Muriel Melin, qui est aide-soignante au foyer d'accueil médicalisé La Fontaine des Vœux à Bagneux, celle de Delphine Méziane, qui est éducatrice spécialisée dans le même établissement, et qui vont nous parler des effets du changement de transformation sur les pratiques à l'œuvre dans leur établissement et sur la perception de leur propre rôle. Et puis viendra ensuite le tour de Gaëlle Potier, qui est concerné par des troubles psychiques, adhérent du GEM Luciole 92 à Boulogne et futur MSP, médiateur de Santé Père. Il va nous parler du soutien qu'il a trouvé dans l'association via le groupe d'entraide mutuelle et de la cohérence quelque part du partenariat double association GEM et Espérance Hauts-de-Seine. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Delphine Méziane qui va commencer. Delphine, on ne t'entend pas. Juste en bas de l'écran, pour activer le son du micro. C'est marqué. C'est bon. C'est bon? Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Delphine Méziane. Donc, je suis éducatrice spécialisée dans un foyer d'accueil médicalisé donc dans la commune de Bagneux. Et j'y travaille depuis 12 ans. Donc, moi, j'ai été sensibilisée au rétablissement il y a quelques années, il y a 5 ans, donc avec l'arrivée d'Estelle sur l'établissement, une neuropsychologue. Assez brièvement, qu'est-ce que les pratiques accès rétablissement? Donc, ce sont des principes de bon sens qui sont censés déjà guider nos actions au quotidien, mais qui finalement sont pas forcément mis suffisamment à l'honneur sur le terrain dans les établissements médico-sociaux. Donc, ces principes, on en a déjà un petit peu parlé précédemment dans la journée, donc de favoriser l'autodétermination, l'inclusion sociale et la promotion des droits, et tout ça toujours dans le but d'accompagner les personnes à réaliser leur projet de vie. Concrètement, en fait, pour moi, ça a changé pas mal de choses parce que ça m'a demandé quand même une grande remise en question professionnelle. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, s'étaient installées des routines de travail, des habitudes. Et ces habitudes, j'allais devoir en fait y lâcher prise. Et finalement, je me suis quand même rendu compte que j'étais dans un système qu'il fallait entièrement repenser. Et en fait, dans un premier temps, ça peut faire peur parce qu'on se rend compte que un travail colossal nous attend. Et finalement, dans la pratique, ce que je lâche maintenant, c'est que ça a simplifié finalement mon accompagnement et ça a redonné vraiment du sens à ce que je fais au quotidien. Du coup, pour donner quand même un exemple assez concret, au foyer, nous, on a totalement repensé la façon dont sont réalisés les projets d'accompagnement personnalisés. Alors, assez rapidement, les projets d'accompagnement personnalisés, les PAP, on appelle ça. Donc, ce sont les projets de vie des personnes, ce qui doivent être actualisés au minimum une fois par an et qui permettent en fait de définir des objectifs, des actions de travail afin justement que les personnes puissent réaliser leurs souhaits et leurs projets. Donc, avant, comment on faisait? Donc, avant l'approche accès rétablissement, on faisait un recueil des souhaits des personnes qu'on accompagnait, mais surtout, on se concertait entre nous et on mettait sur la table nos observations en équipe. Et finalement, on créait des trames parce qu'on avait un peu cette peur de la page blanche et ça a influencé énormément avec le recul les projets des résidents. C'était des projets qui étaient axés beaucoup sur le soin, revenaient tout le temps les questions de l'hygiène, de la santé, de l'environnement. Enfin, on avait des items vraiment du type spécifique, du type combien de fois vous changez vos draps. Enfin voilà, c'était très axé soin. Et ça cloisonnait un petit peu les personnes. Ces projets-là, en plus, ils n'étaient pas forcément écrits toujours avec le résident.
et il n'était même pas toujours convié finalement à sa synthèse en réunion d'équipe. Voilà, en fait, concrètement, on avait la main un petit peu, on avait le pouvoir sur les projets des résidents parce qu'on pensait savoir, nous, avoir le savoir de ce qui était bon pour les personnes. Là, aujourd'hui, moi, ce que je suis contente de pouvoir dire que tout ça, ça n'existe plus, en fait. Chez nous, c'est terminé. On n'utilise plus de trames prédéfinies. Finalement, il y a autant de projets que de personnes que voilà, on a des observations, mais qu'elles ne sont pas dans les projets. Vraiment, les projets, on les réalise, on les base par les souhaits qui sont exprimés par les résidents. Ils viennent même en réunion, si eux, s'ils en sont d'accord, ils présentent eux-mêmes leur projet. Alors, on accompagne toujours dans la rédaction pour le moment, même si nous, on s'est un peu fixé comme objectif vraiment que ce soit les personnes qui écrivent eux-mêmes leur projet. Ça ne devrait pas tarder normalement à arriver. En tout cas, on accompagne, on utilise des outils type inventaire des forces, vraiment pour aider à faire émerger les idées, à faire formaliser vraiment les projets des personnes. Et en fait, tout ça, ça a eu vraiment un grand changement. Ça a permis vraiment de libérer de libérer la parole. Enfin, ça a fait émerger des souhaits qu'on n'entendait pas forcément avant, ou des souhaits qu'avant on aurait jugé vraiment trop utopiques pour qu'ils soient réalisés, alors que finalement, rien n'est irréalisable en fait. Pour revenir un petit peu, sortir du cadre des projets et revenir un peu de manière générale, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est primordial un peu pour développer cette approche accès-rétablissement, c'est que ce soit vraiment toute l'institution finalement qui change de posture et non pas quelques professionnels, que tout le monde soit sensibilisé et formé à ces principes. Et c'est ça qui permet vraiment d'harmoniser vraiment nos pratiques et de pouvoir avoir une réflexion commune sur les changements qui sont vraiment à faire. Autre chose de très important, on en a un petit peu déjà parlé aussi aujourd'hui, c'est la collaboration avec l'entourage. Nous, on va vraiment essayer vraiment de mettre ça au premier plan parce que souvent on l'oublie, mais finalement, ce sont quand même les premiers accompagnants, les proches, les familles sont les premiers accompagnants des personnes. Donc, travailler tous ensemble, c'est vraiment créer une dynamique commune qui va nous permettre, de mettre en place, de réaliser des projets que jamais on aurait pu finalement imaginer avant. Et moi, puis plusieurs membres dans notre équipe, vraiment, on a eu cette impression de pouvoir donner des éléments aux personnes. Ils peuvent vraiment exprimer leurs souhaits, leurs projets, et nous, on les accompagnera pour qu'ils puissent être réalisés. Juste rapidement, je vais donner vraiment un petit exemple de choses que de résidents qu'on a chez nous. On a 5 résidents qui prennent maintenant leur traitement de façon beaucoup plus autonome. Donc, ils ont leur pilule à la semaine, alors qu'avant, ils devaient monter à l'infirmerie plusieurs fois par jour pour prendre leur traitement. Et ils ont pu formaliser le souhait de pouvoir être autonome dans la prise de traitement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu, avant, vraiment nous faire très, très, très peur. Donc voilà, ça a vraiment permis beaucoup de changements. Je vais donner la parole à ma collègue Muriel, qui va pouvoir donner d'autres exemples de tout ça. Bonjour à tous. Alors, je suis Muriel, aide-soignante au foyer d'accueil médicalisé La Fontaine-des-Veux. Bonjour Muriel. Bonjour. Donc, je vais vous faire mon retour d'expérience sur l'approche rétablissement que j'ai vécue. Avec la formation sur l'approche au rétablissement, j'ai reçu une claque, mais vraiment magistrale. Ça a été pour moi une remise en question profonde des pratiques que je pouvais avoir au quotidien, dans l'accompagnement auprès des résidents. En fait, avant, la vie du foyer s'articulait autour d'une organisation du service où la sécurité des résidents, leur santé, les soins d'hygiène, le rangement de l'environnement étaient la priorité. Ce qui ne laissait finalement que très peu de place d'expression et de pouvoir d'agir aux résidents. Donc, après cette formation, on a listé en équipe pluriprofessionnelle les procédures liberticides qui existaient au sein du foyer et qu'on voulait voir vraiment disparaître. Pour vous donner quelques exemples, alors plusieurs tours de sécurité étaient faits le soir.
notamment un tour de sécurité à 5 heures du matin au mépris du sommeil des résidents, la fermeture de la salle de télévision à partir d'une certaine heure, voilà, un accompagnement à l'hygiène et au rangement de l'environnement selon un planning avec des heures fixes non négociables et un réveil systématique des résidents le matin pour prendre le petit déjeuner. Donc, nous avons réfléchi en équipe à la manière dont nous allions modifier cet accompagnement au regard de l'approche rétablissement. Donc maintenant, le tour de sécurité de 5 heures du matin a été abandonné. Le sommeil des résidents est respecté. Pour le petit déjeuner, on ne réveille que les résidents qui en ont fait la demande express. Et pour vous dire maintenant, au foyer, les grasses matinées sont désormais possibles, alors qu'avant, ce n'était vraiment pas le cas. À 7h30, tous les résidents étaient réveillés pour prendre le petit déjeuner. La salle télévision reste ouverte et la seule consigne qui est donnée, c'est de faire attention au volume sonore afin de ne pas réveiller les autres résidents qui dorment. Cette nouvelle façon d'aborder l'accompagnement m'a tout d'abord déstabilisée face au refus de résidents d'être accompagnés pour leurs soins d'hygiène, le rangement de leur environnement, le refus de faire des examens médicaux. Je me suis demandé si j'avais encore vraiment une place, une utilité dans certaines de mes missions. Alors, les séances d'analyse de la pratique et les réunions en équipe ont permis d'aborder mon accompagnement auprès des résidents d'une manière différente. Alors, je ne suis plus dans l'injonction, je suis plus dans la discussion, on est plus dans l'échange. Avec les résidents, on essaie de trouver ensemble des solutions, d'adapter l'accompagnement. C'est un accompagnement qui a retrouvé pour moi du sens, car il se fait dans le respect des choix des résidents. Avant, le quotidien était émaillé de conflits dès le début de la journée. Aujourd'hui, on peut constater que les journées sont maintenant plus apaisées. L'ambiance est plus sereine au sein du foyer. Bien sûr, ce n'est pas tous ces changements, ce n'est pas toujours rose au sein de l'équipe. Il reste encore de nombreux ajustements à faire. Et c'est un changement de cap qui fait bouger beaucoup de lignes. Des remises en question profondes au sein des équipes. Et il y a des résistances qui ont vu le jour et qui sont source de conflits au sein des équipes. Et je pense que c'est primordial pour nous que les cadres puissent faire synergie autour de l'équipe pour nous permettre d'avancer dans la même direction, c'est-à-dire d'offrir une meilleure qualité de vie aux personnes que nous accompagnons au quotidien. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci Muriel. Bonjour, moi je suis Gaël Potier, donc j'interviens pour vous expliquer comment le groupe d'entraide mutuelle du Sol 92 qui travaille en partenariat avec Espérance Hauts-de-Seine m'a remis sur les rails et m'a réinclus dans la société. Voilà, en décembre 2012, je suis tombé très, très gravement malade psychique. Étant très très mal, je me suis tourné vers le CPOA, je suis allé 3 fois aux urgences au CPOA en espérant qu'ils allaient me diagnostiquer et me prendre en charge. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé, je n'ai pas été vraiment pris en charge, ni même diagnostiqué. Donc j'ai continué à errer. Après le CPOA, comme le CPOA avait écrit au CMP, j'ai fini par être reçu au CMP. Je n'ai pas été très bien reçu au CMP. On m'a fortement conseillé de rester chez moi, à prendre les médicaments, etc. Mon état est devenu de plus en plus inquiétant. Je me suis retrouvé dans une situation de mal-être intense. Mes jours étaient clairement comptés. Je le disais au CMP, je le disais au CPOA, et malgré le fait que je le disais de la façon la plus simple possible, ils ne m'écoutaient pas.
j'avais l'impression que c'était des robots. Comme ma vie était en jeu, je me permets de le dire aujourd'hui, avec mes propres mots. Donc pendant 3 ou 4 mois, j'ai erré dans les rues de Boulogne, seul. Et un jour, au CMP, je suis tombé sur une brochure du groupe d'entraide mutuelle Luciole 92, et j'ai demandé au CMP, je dis, j'ai l'impression que ça pourrait me convenir, ça, mais est-ce que c'est comme le reste du flanc, ou est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Qu'est-ce que j'entends par réel? Que la brochure corresponde à ce qu'il y a quand on pousse la porte. Quand le CMP m'a dit, si, c'est sérieux. Mais je dis, est-ce que c'est aussi sérieux que vous? C'est-à-dire pas sérieux. Ils m'ont dit, si, c'est sérieux. Bon, comme ma vie est en danger, je suis quand même allé au groupe d'entraide mutuelle et j'ai vu qu'il y avait vraiment des locaux, il y avait vraiment des vrais gens et c'était des gens qui étaient comme moi, tout correspondait à la brochure. Et là, après 3 mois d'errance où j'ai failli y passer, j'ai senti que ma vie était sauvée. Ma vie était sauve. C'était, voilà, il y avait enfin une lumière. Voilà, j'étais avec des gens qui étaient comme moi. Je sentais que tout ça était sérieux et ça m'a ça m'a fait un bien-être intense. Parce qu'il faut dire que quand je suis tombé malade, c'était l'hiver. Du coup, Noël seul, le premier de l'an seul, tous les jours seul, pas de perspective d'aller mieux, pas de soleil, pas de médecin, rien. Donc du coup, mais heureusement, il y avait Luciole et son programme que j'accrochais sur le frigo. À côté de ça, je prenais bien mes médicaments. Et donc, c'est désespéré que je suis arrivé au GEM en avril 2013. Et très, très vite, je me suis senti mieux. Très, très vite, ça a complètement fait baisser mes symptômes à une vitesse incroyable. Diminution très forte de l'isolement, augmentation très forte du bien-être, augmentation de ma mobilité, capacité de prendre le métro alors que je ne l'avais plus. Capacité de reprendre sa vie en main en animant des ateliers quand l'animateur n'était pas là. Je pouvais être référent quand l'animateur prenait ses congés ou était en week-end. J'échangeais des techniques de mieux-être avec mes camarades du GEM pour aller mieux. Et je leur disais comment moi j'allais mieux et comment eux pouvaient aller mieux. Et eux me disaient comment eux ils allaient mieux et ainsi moi j'allais mieux. Mes ruminations ont fortement baissé. Et du coup, je remercie le groupe d'entraide mutuelle de m'avoir permis de retourner sur les rails. Très rapidement, j'ai repris le travail. Mon témoignage, qui est assez simple, en fait, il est photocopiable. C'est-à-dire que encore la semaine dernière, j'ai eu le même témoignage que le mien. Donc, mon témoignage n'a rien d'extraordinaire. Il est juste vrai, tristement vrai et heureusement vrai pour le GEM à la fin. Donc les gens vraiment se sentent mieux et tout le monde dit que c'est souvent après des années d'errance qu'ils ont trouvé le GEM et que vraiment ça a été salutaire pour eux. Voilà. Donc moi très rapidement j'ai repris le travail et ça va mieux. Donc je suis rétabli. Je suis plus en grand mal-être comme en 2012. Pour les GEM, je bataille souvent pour qu'il y ait quand même toujours un animateur. Parce que autogestion, autodétermination, oui, oui, mais avec un animateur, je pense que c'est mieux. Particulièrement dans les mois de décembre, janvier, si vous voyez ce que je veux dire. L'inclusion est tellement importante dans les groupes d'entraide et pour EHS. Nos salariés, en fait, c'est EHS qui nous, entre guillemets, fournit les salariés. Et c'est EHS qui nous aide un peu, même si on s'autogère. Enfin, on trouve nos limites ensemble. Et l'inclusion est tellement importante pour EHS Luciole 92 qu'elle a été porteur et qu'elle est toujours porteur du projet Inclupsi. EHS et Luciole sont partenaires de ce projet de l'inclusion sociale au niveau européen. On a développé les connaissances avec chaque partenaire sur les pratiques et dispositifs visant à favoriser l'inclusion sociale. Donc, avec la Grèce, avec l'Italie, avec la Croatie, on a fait des échanges de bonnes pratiques. Donc, sur l'inclusion, on a vu qu'il fonctionnait souvent un petit peu comme nous. Donc, voilà. Et à la fin, du coup, comme le groupe d'entraide mutuelle m'a beaucoup aidé
je vais passer médiateur santé-père. Donc le 1er décembre, j'ai envie de passer de l'autre côté et d'aider les gens, enfin les malades, avec mon vécu, en essayant d'être en essayant de les rassurer pour qu'ils ne soient pas effrayés quand ils constateront des symptômes. J'essaierai de les accompagner dans cette maladie, dans la temporalité de la maladie. J'essaierai de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges que dans lesquels je suis moi-même tombé. Donc, j'essaierai de faire le tout avec bienveillance, en essayant de garder ma personnalité. Avec la licence médiateur père, ça devrait bien se passer. Donc, je remercie Luciole, EHS et le centre hospitalier Victor Dupuy de me faire confiance à partir du 1er décembre. Merci Gaëlle pour ce témoignage et merci à tous les trois pour l'effort réalisé pour venir. C'est un exercice que vous pratiquez pour la première fois, vous le faites avec beaucoup de talent et de façon stimulante, alors je tenais à vous en remercier. Un petit mot quand même sur le travail au quotidien des équipes de l'association de EHS, et donc je salue l'ensemble de l'association et notamment Delphine et Muriel pour toute cette recherche de travail novateur au quotidien, et là, ce qui a été illustré de cette façon d'aller chercher à passer d'une vision un peu, enfin, d'un modèle d'accompagnement plutôt sécuritaire, protectionniste, en toute bienveillance, parce que c'était cette logique qui était celle au premier plan, et celle qui guidait nos actions, à celle qui a une logique qui maintenant est plus tournée sur l'autodétermination, la prise de risque et l'épanouissement personnel. Et donc, ça chahute beaucoup. Il y a eu beaucoup de sensibilité dans vos témoignages, et je crois que ça s'est senti. Merci Gaëlle aussi, je dis encore un mot là-dessus avant de passer la parole sur l'engagement qui se témoigne dans ce groupe d'entraide mutuelle et généralement au sein de l'association pour œuvrer pour l'inclusion sociale, une meilleure inclusion sociale des personnes. Et ce que tu nous as rapporté, c'est toute la force de ce réseau social que tu as pu trouver de prime abord et de l'aspect salvateur de cette appartenance à une communauté soutenante. Je dis juste un truc pour trouver sur l'espace de valorisation aussi le projet Inclupsi, qui est un projet européen Erasmus+, qui est porté par GEM 92 et qui a pour but de valoriser le savoir d'expérience des personnes en situation de souffrance psychique pour peut-être servir à la constitution d'un guide permettant d'envisager de nouvelles façons de traduire l'inclusion sociale. Et c'est tout à fait inspirant. Voilà, alors, les questions arriveront après. Et donc, sans plus tarder, je vais maintenant laisser la parole au prochain intervenant, qui est David Dauvé, qui est infirmier et care manager au CEJAD. Le CEJAD, on en a déjà entendu très brièvement parler ce matin, c'est le centre d'évaluation pour les jeunes adultes et adolescents du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Le CEJAD fait partie du réseau Transition, qui coordonne toutes les structures d'intervention précoce pour les pathologies émergentes chez les adolescents et les jeunes adultes au niveau national. Et David Dauvé va nous parler de l'évolution de métier et des effets sur l'accompagnement de ces évolutions, avec pour exemple celui du métier de care manager. Je remercie David Dauvé d'être présent et je lui laisse maintenant la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors du coup, je vais vous parler de qu'est-ce qu'un case manager et pas un care manager, parce que care manager, c'est vrai que c'est réservé au CEJAD, donc je vais généraliser un petit peu et parler du case management. Le care manager, en fait, on l'a transformé ici, notamment c'est le professeur Marie-Odile Krebs qui a souhaité cette petite modification d'une seule lettre qui change quand même pas mal de choses, qui enlève un peu le côté froid du côté case management, du coup management de cas, et qui est devenu un peu du soin avec le terme de care. Voilà, donc qu'est-ce qu'un case manager? Un case manager, c'est moi. Voilà. Non, je développe. Ok, d'accord. Un peu plus. Okay, très bien.
Alors, du coup, je vais commencer par une définition du case management que j'ai récupérée sur le réseau roman de case management. C'est une définition qui date de 2008. Je vais essayer de la décortiquer un petit peu pour qu'on voit quels sont les éléments qui sont définis dans le case management. Donc, c'est avant tout un modèle d'intervention personnalisé. L'idée, c'est qu'effectivement, on adhère au projet de l'usager et donc forcément à chaque usager son projet et donc forcément c'est quelque chose d'individualisé. C'est porté par un référent unique, le fameux case manager, donc avec l'idée de regrouper toutes les informations et de pouvoir un peu faire l'interface avec l'usager pour qu'il ne se sente pas trop perdu dans ce monde du social, nombreuses cultures sont à droite. C'est parfois difficile de pouvoir trouver son chemin. Donc le case manager, il est pas là pour tout faire, mais en fait, c'est un suivi de situations complexes sur la base de critères prédéfinis. Par situation complexe, on n'entend pas forcément que c'est des situations inextricables, mais en tout cas qu'il y a plusieurs champs d'intervention. Donc ça va être effectivement le médical, ça va être le social, ça va peut-être être le scolaire, mais c'est vraiment dans cette idée qu'il va falloir faire appel à plusieurs structures et donc il va falloir réussir à coordonner un petit peu tout ça. Ça vise à assurer l'efficience, la transparence et le décloisonnement de la prise en charge. Le décloisonnement, c'est quelque chose dont on a parlé beaucoup depuis ce matin, donc je ne vais pas y revenir. Et ça nécessite une coopération interinstitutionnelle, interprofessionnelle et communautaire étroite. Ce n'est pas forcément ce qui est toujours le plus facile à réaliser, mais bon, en travaillant, on y arrive. Le case management, c'est un processus qui est développé sur 3 piliers. D'abord, c'est un programme, c'est un modèle et c'est une méthode. Le programme, c'est tout ce qui concerne l'aspect politique. C'est vraiment agir au service d'un intérêt général. Pour prendre l'exemple du CEJAD, nous, c'est l'intervention précoce. Pourquoi l'intervention précoce? Comme l'a dit la médecin généraliste qui était là ce matin, la psychiatrie, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Pour la Fondation fondamentale, le coût de la psychiatrie, c'est 170 milliards d'euros par an, et c'est près de 130 milliards qui sont dus à la perte de la qualité de vie et de la productivité. Donc on se rend compte que ce n'est pas forcément les soins, mais c'est aussi tout ce qu'il y a à côté. Donc du coup, pourquoi une intervention précoce? Parce que en fait, cette période de vie de l'adolescence et du jeune adulte que nous, on place entre 15 et 30 ans, c'est une période d'opportunité pour un traitement préventif. Et c'est aussi la possibilité de faire face à des déficits fonctionnels précoces qui, s'ils sont pris en charge suffisamment tôt, peuvent être suffisamment limités. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un impact le plus rapide possible sur la pathologie afin de limiter au maximum son impact sur l'usager. Le modèle, c'est un peu l'architecture du dispositif. Au CEJAD, on a choisi un modèle un peu d'équipe mobile. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se rendre auprès des jeunes qu'on suit au quotidien. Alors après, l'équipe mobile, ça rentre un petit peu dans ce concept d'aller vers dont on parle beaucoup en ce moment et qu'on essaye de développer. Alors après, aller vers, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Mais pour faire quoi? Parce que du coup, si c'est pour faire un petit peu la même chose que qu'on pouvait faire avant et uniquement se déplacer chez les jeunes, je ne vois pas trop ce que ça peut changer. C'est pour ça que ça me paraît important de revenir un petit peu sur le concept d'accompagnement. Et pour moi, l'accompagnement, c'est un peu l'idée de cheminer aux côtés d'eux. C'est plus être en position d'expert, mais c'est d'être le compagnon qui va être aux côtés de la personne et qui va lui permettre en fait d'avancer. On n'est pas devant la personne pour lui faire réaliser des projets, mais on est à ses côtés pour l'accompagner dans ses projets à elle. C'est Roland Janvier sur son site, j'ai trouvé une formule qui me correspondait assez bien. Il disait que c'était le aller vers pour faire ensemble. Et effectivement, je pense que c'est très important, c'est d'inclure l'usager en fait et de le rendre acteur de cette situation. Donc que ce soit pour de la reprise d'études, pour de la recherche d'emploi, pour de l'arrêt toxique, ça peut être pour prendre les transports si on a des difficultés, comme le disait Gaël tout à l'heure. Ça peut être aussi parler vie intime et sexualité. C'est
l'idée que dans une période qui est celle de l'adolescence, ben, il y a une volonté aussi de s'autonomiser en quittant le giron familial, et ça peut être par exemple aider l'usager à trouver un appartement. Donc on voit qu'on est assez loin en fait des classiques qu'on a l'habitude de voir avec la prise de traitement et l'observance des traitements et de se contenter de ça. Pour ce qui est des méthodes, donc il y aurait deux méthodes qui sont assimilées au case management. Il y a une méthode qui est assez classique que tout le monde connaît plus ou moins, c'est la méthode dite en cascade, avec l'idée donc d'identification des problématiques. Et en fonction de ces problématiques et de ces besoins, on va développer des objectifs. Et on va essayer de faire tout en sorte pour réaliser ces objectifs. Pour autant, l'accompagnement, c'est aussi un enchaînement d'événements qui sont parfois imprévisibles. Et donc, souvent, il faut être réactif et flexible. C'est pour ça qu'on a développé, c'est pas moi, c'est Pierre Goubet et Isabelle Lanty qui ont développé une méthode qui s'appelle la méthode agile et qui permet en fait de préserver la subjectivité de l'usager et surtout en cherchant ce qui fait sens pour lui. Au début, c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément le diagnostic, c'est pas forcément l'observance des traitements, ça va peut-être être justement de trouver un emploi ou de trouver un logement en première instance et ensuite on peut créer de l'alliance et travailler sur d'autres projets ensemble. La méthode agile, c'est rechercher aussi des ressources, développer des partenariats en fonction du projet, proposés toujours par l'usager, et profiter des opportunités qui peuvent se présenter. Les opportunités qui peuvent se présenter, ouais, je voudrais juste vous donner un exemple. Par exemple, moi j'avais un des usagers que je suis qui voulait perdre du poids et qui pour autant ne voyait pas quel type d'activité physique il pourrait développer. Donc en fait, on a discuté, puis on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour les mangas. Et donc, on a commencé à parler manga, on a commencé à parler combat de sabre. Et là, je me suis dit, mais oui, le kendo, pourquoi pas? Et en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui l'intéressait, mais en revanche, en parlant de ça, il a commencé à discuter. Et en fait, il avait déjà entendu parler d'une discipline sportive qui s'appelle le Shambara, où en fait, en gros, c'est une discipline qui essaye de copier les combats de sabre qu'on peut voir dans les films japonais. Et c'est une discipline qu'on a pu trouver sur Paris, étonnamment. Il y a à peu près 2 dojos qui peuvent la mettre en place. Et finalement, c'est comme ça en fait, qu'on a réussi à ce qu'ils puissent reprendre de l'activité physique. Alors, maintenant qu'on a parlé case management, on pourrait essayer de développer et de dire ce que c'est qu'un case manager. Pour moi, le case manager, c'est à la fois le Sherpa, c'est-à-dire que c'est celui qui va accompagner sur une ascension difficile. C'est celle du rétablissement, qui passe par plusieurs chemins et qui parfois, ces chemins sont sinueux. C'est celui qui va émettre des suggestions pour éviter c'est celui qui peut mettre des outils à disposition du projet de l'usager. Donc, on est là pour partir du projet de l'usager. Et en fonction de ça, on va essayer de développer les outils que nous, on connaît pour les mettre à la disposition de ce projet. C'est aussi à la fois l'advocacy en fait, de son client, pour reprendre le terme de Carl Rogers. C'est celui qui va défendre ses droits, que ce soit au cours d'une hospitalisation, qui malheureusement peuvent encore se produire, ou ça peut être aussi en amont, en travaillant sur les directives anticipées ou un plan de crise conjoint qu'on va développer avec l'usager pour lui permettre d'avoir les éléments nécessaires à sa propre défense lorsqu'il se retrouvera dans une situation un peu plus compliquée. Ça va être aussi le supporter qui va l'encourager dans ses projets, faire en sorte de lui donner les moyens de les réaliser. C'est aussi le chef d'orchestre, celui qui va se mettre au service du compositeur et qui va harmoniser le rôle de chaque instrument. Donc voilà pour ce qui est du case manager. Donc l'idée, c'était un peu de répondre aussi à la question de comment la transformation du métier d'infirmier impacte-t-elle les professionnels. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle de case manager n'est pas forcément réservé aux infirmiers. Il peut y avoir des psychologues, il peut y avoir des médiateurs santé-pairs, il peut y avoir, je crois qu'au Japon, il y a même des personnes qui sont uniquement des citoyens et qui n'ont pas forcément de formation en professionnel de santé, qui peuvent exercer le rôle de case manager.
Pour autant, donc moi, je vais parler de ce que je connais, puisque à la base, je suis infirmier. Pour moi, le rôle de case manager, c'est avant tout redonner de l'autonomie aux infirmiers. C'est vraiment leur permettre de pouvoir aider l'usager à développer ses projets et à pas forcément dépendre d'une hiérarchie qui va empêcher certains projets de pouvoir se mettre en place. C'est aussi retrouver du sens. En fait, en développant la rencontre avec les usagers, c'est développer la discussion, c'est parler quasiment d'égal à égal, on va dire, parce que en fait, malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on peut retrouver dans les services à l'heure actuelle. D'ailleurs, je vous invite, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais À la folie de Joyce Sorman, qui est un livre qui parle notamment des secteurs psychiatriques et des effets délétères que peut avoir en fait la chronicisation des hospitalisations. C'est aussi apprendre la possibilité d'un dévoilement de soi, c'est-à-dire que c'est, pour reprendre le terme encore de Roland Janvier, c'est trouver une juste proximité, c'est réussir à créer de l'alliance. Et créer de l'alliance, c'est forcément en se dévoilant. Ce n'est pas l'attitude qu'on peut demander au personnel de santé, ou du moins qu'on pouvait demander au personnel de santé avant, qui était un peu de se blinder et de refuser de donner une part de soi, on va dire, dans le soin. Parce que pour moi, en fait, c'est avant tout une rencontre. Pour autant, c'est aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas un case manager travailler tout seul sans avoir une équipe pour l'entourer. L'idée, c'est quand même de pouvoir échanger et de pouvoir en fait trouver une oreille attentive lorsque on peut avoir des difficultés sur les prises en soins qu'on peut développer au sein des structures. Voilà. Ensuite, je devais aussi également répondre à comment cette approche participe-t-elle à l'inclusion des personnes accompagnées. J'aurais tendance à dire que dans le modèle du case management, ce n'est pas forcément l'usager qui est remis au cœur du dispositif, mais c'est plutôt sa situation. Et en mettant sa situation au cœur du dispositif, on lui permet un pas de côté. Le pas de côté, c'est-à-dire qu'il peut se décentrer un petit peu, il peut en situation exceptionnelle, se retrouve à donner sa vie sur la façon dont on va pouvoir faire évoluer cette situation actuelle. Donc, c'est la prise en compte de la singularité de la personne, de ses ressources. Évidemment, c'est le développement de l'empowerment et de l'advocacy, puisque en fait, on va essayer d'autonomiser un maximum le patient et faire en sorte que de plus en plus cet usager soit en capacité de faire les choses sans d'intervention et de management. On demande aux patients en fait de voler de ses propres ailes ou en tout cas d'être accompagné sur d'autres structures. Pour conclure, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment cette idée de favoriser la rencontre entre le professionnel et l'usager. Et je voudrais juste terminer sur cette phrase de Dominique Friard que j'ai retrouvée dans un de ses articles de santé mentale qui dit, et je vous laisse là-dessus, la rencontre précède le soin. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette présentation qui illustre tellement bien comment est-ce que les métiers peuvent se transformer dans une approche holistique, multifacette, multiflexible de l'accompagnement à géométrie variable et comment c'est pertinent dans ce cas-là. Et puis cette dynamique de fil rouge finalement dans le réseau communautaire parfois complètement opaque et éparpillé, ce qui est d'autant plus important, je pense, dans les phases précoces de la maladie, c'était tout à fait passionnant. Donc peut-être, voir avec, Céline s'il y a des Oui. questions pour l'un ou l'autre, ouais. Oui, tout à fait. On a énormément de commentaires positifs qui seront mis dans le chat pour tous les intervenants de cette table ronde. Du coup, David, on a 2 questions pour vous. Comment passer d'un métier de soins à un métier de coordination? Et quels sont les leviers? Et y a-t-il des formations complémentaires pertinentes? Alors, les formations complémentaires pertinentes, il y a des DU de case management, tout simplement. Je pense qu'il y en a notamment une à Tours qui est
qui est sous la direction de Isabelle Nanty, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de passer d'un métier du soin à la coordination, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait ça, c'est-à-dire que je fais les deux, je coordonne et en même temps, je fais du soin. Parce que à côté de ça, coordonner, ça n'empêche pas d'avoir des entretiens avec les usagers, des entretiens où on va essayer de faire de la réassurance, de rétablir un petit peu de la confiance en soi qui va lui permettre de se développer. Donc, vraiment, je ne ferai pas la différence entre les deux. Pour le coup, c'est à la fois de la coordination et à la fois du soin. Merci beaucoup. Il y a également une question donc, pour l'équipe de Espérance Hauts-de-Seine. Voilà, bonjour Madame Méziane. Comment avez-vous pu engager ces démarches d'élaboration des projets d'accompagnement personnalisés qui semblent davantage s'axer dans une réelle co-construction avec les personnes accompagnées et cela tout en prenant en compte l'impact de la réforme Séraphin PH? La nomenclature impacte-t-elle vos écrits, vos observations, le recueil des besoins des personnes? J'enchaîne avec la deuxième question. Avez-vous fait appel à une structure pour vous accompagner dans cette démarche? La deuxième question en premier, oui, on a appel à une structure pour nous accompagner dans cette démarche. En fait, on a tous été formés, tous les professionnels et directions y compris pour justement pouvoir réfléchir tous ensemble et mettre en place le développement de cette démarche accès rétablissement. C'est vraiment ça qui nous a permis vraiment de réfléchir et de pouvoir voir ce qu'on allait faire par rapport à ça. Et du coup, par rapport à la première question, en fait, quand on a tous été formés, quand on était dans cette réflexion-là, on a vraiment commencé par faire un listing un peu de ce qu'on voulait arrêter au sein de l'institution, de ce qu'on voulait développer, de ce qu'on voulait tester. Et du coup, pour l'exemple des projets, c'était vraiment, voilà, on voulait arrêter la façon dont on faisait les projets et vraiment développer l'accompagnement en prenant en compte tous les principes du rétablissement. Et finalement, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de procédure, en fait, pour réaliser les projets. Ils sont vraiment réalisés en fonction des souhaits qui sont exprimés. On accompagne nos résidents pour faire des fois émerger les idées quand c'est un peu plus compliqué, pour formaliser surtout les choses. Et c'est pour ça qu'on utilise certains outils, qu'on met à disposition certains outils qui sont d'ailleurs utilisés des fois ou non, pas tous, vraiment en fonction de ce que souhaitent les personnes. Donc des outils, comme je disais tout à l'heure, style inventaire des forces, vraiment pour que les personnes puissent s'exprimer et pour qu'on puisse poser sur nous aussi comment on va accompagner les personnes dans la réalisation de leurs projets. Donc voilà, on n'a plus de procédure du tout, c'est vraiment co-construit et on essaie vraiment de travailler sur ça. Et ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est on est en train d'essayer de passer d'un système où avant, donc le référent vraiment faisait un recueil et écrivait les projets pour les personnes, à un système où la petite on tend même vers le réécrire lui-même son projet, hein, ça va se faire en facile que ça. Voilà, c'est vraiment on développe la co-construction. On a vraiment changé par rapport à ça sur le fonctionnement passé. Voilà pour nous. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à tout ce qui a été dit. Oui, oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci, Madame Méziane. Merci à vous. On n'a pas d'autres questions, Estelle, donc je te passe la main. Entendu. Alors, dans ce cas, peut-être parce que là, nous avons dépassé déjà le temps qui nous était imparti, donc peut-être ne pas trop traîner pour permettre à l'autre table ronde, à la table ronde suivante, de prendre tout son espace. Mais un dernier merci très sincère à l'ensemble des intervenants de cette table ronde pour leur exposé et témoignage d'une grande sensibilité, d'une grande pertinence. Voilà, c'était tout à fait intéressant. Merci à tout le monde. Merci Estelle, merci à tous. Effectivement, tu as bien résumé cette table ronde qui aurait pu se poursuivre, mais le temps passe.